Mes parents ont exigé que je cède ma maison sans dette à mon frère ou que je fasse face à un procès ruineux. Ils s'attendaient à ce que je les supplie, mais mon avocat a ri de leurs menaces délirantes. J'ai 32 ans et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai existé comme la fille fantôme de ma famille. Mon nom est Diana. Je travaille comme chef de projet senior pour une entreprise de logistique, ce qui signifie essentiellement que je passe 12 heures par jour à éteindre des incendies que d'autres personnes allument. C'est un travail épuisant, drainant, mais il paie les factures. Plus important encore, il garde mon esprit vif et mon indépendance complètement assurée. Chaque soir, lorsque je termine mon trajet exténuant à travers le trafic dense de l'Illinois, je m'arrête devant un ensemble de hautes portes en fer forgé. J'appuie sur un bouton de mon pare-soleil, les portes s'ouvrent lentement et je remonte une longue et large allée bordée de chênes matures. Au bout de cette allée se trouve ma maison. C'est un magnifique domaine tentaculaire évalué à environ 2 millions d'euros. Il dispose d'un porche enveloppant, de hauts plafonds et d'une dignité calme et immuable. Il est entièrement payé. Il n'y a ni hypothèque, ni dette, ni condition. Si vous deviez demander à mes parents, Brenda et Douglas, comment une femme célibataire de 32 ans a acquis une propriété aussi magnifique, ils inventeraient probablement une histoire de tromperie et de manipulation. Ils vous diraient que je suis une opportuniste intrigante. Mais la vérité, comme c'est presque toujours le cas, exige de regarder dans les coins sombres de l'histoire familiale que des gens comme mes parents préfèrent garder cachés. Cette maison n'est pas tombée du ciel et je ne l'ai pas achetée avec mon salaire d'entreprise. Elle appartenait à ma défunte tante Clara. Clara était la sœur aînée de ma mère, une femme farouchement indépendante qui avait fait une petite fortune dans le développement immobilier dans les années 80. Elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Pour le reste de ma famille, Clara n'était rien de plus qu'un compte en banque ambulant. Ils ne toléraient sa langue acérée que parce qu'ils attendaient sa mort pour pouvoir se partager ses biens. Mais il y a 5 ans, on a diagnostiqué à tante Clara un cancer du pancréas en phase terminale. Au moment où les médecins ont confirmé qu'il n'y avait pas de remède, ma famille s'est dispersée comme des cafards lorsque la lumière de la cuisine s'allume. Ma mère, Brenda, a soudainement développé de mystérieuses douleurs au dos qui l'empêchaient de rendre visite. Mon père, Douglas, a prétendu être trop occupé par le travail. Et mon jeune frère, Cameron, qui a 29 ans et est l'incontestable enfant chéri de la famille, a simplement dit que les hôpitaux lui donnaient de mauvaises ondes. Ils supposaient tous que Clara avait déjà rédigé son testament et que leur paiement éventuel était assuré, alors ils l'ont abandonné pour faire face à la mort entièrement seule. J'étais la seule à être restée. Pendant 3 années épuisantes, j'ai emménagé dans ce même domaine. J'ai jonglé entre ma carrière exigeante, lui donner son bain, la nourrir, gérer ses médicaments et m'asseoir à son chevet pendant les heures les plus sombres et les plus terrifiantes de la nuit. J'ai vu la femme la plus forte que j'ai jamais connue se transformer en une coquille fragile. Je ne l'ai pas fait pour son argent. Je l'ai fait parce que tante Clara était la seule personne de toute ma lignée qui m'ait jamais regardé et ait vu quelqu'un de valeur. Tandis que mes parents passaient toute mon enfance à louer Cameron pour le simple fait de respirer, Clara me louait pour ma résilience. Ce que ma famille ne savait pas, c'est qu'1 an avant son décès, Clara a discrètement appelé son avocat. Elle a vu exactement qui étaient mes parents et elle a vu exactement ce qu'ils essaieraient de me faire. Elle a placé l'ensemble du domaine ainsi qu'un modeste fonds d'entretien dans un fidéicommis irrévocable, me nommant comme seul bénéficiaire. Cela contournait entièrement les tribunaux d'homologation. Au moment où Clara est décédée et que mes parents se sont présentés avec leurs fausses larmes et leurs mains avides, la maison était déjà légalement à moi. Ils n'ont absolument rien eu. Ils m'en ont voulu pour cela depuis. C'était un mardi soir frisquet de fin octobre. Le vent hurlait depuis le lac, arrachant les dernières feuilles mortes des arbres. Je venais de terminer un service brutal de 12 heures et mes os me faisaient mal de cette fatigue profonde et lourde qui s'installe dans votre moelle. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et un verre de vin dans le sanctuaire silencieux de mon salon. En montant les marches de pierre vers ma porte d'entrée, mon pied a heurté quelque chose de lourd. J'ai baissé les yeux, coincé fermement entre la porte et le cadre se trouvait une épaisse enveloppe Kraft marron. Mon nom, Diana, était imprimé sur le devant en lettres capitales noires et austères. Il n'y avait pas de timbre. Quelqu'un s'était rendu à mes portes, avait remonté mon allée et l'avait physiquement placée là pendant que j'étais au travail. Je l'ai ramassé, remarquant immédiatement le poids dense du papier à l'intérieur. J'ai déverrouillé la porte, suis entré dans le hall d'entrée chaleureux et j'ai posé mes clés sur la table console. Mes mains étaient parfaitement stables lorsque j'ai déchiré le rabat.
J'ai sorti une pile de documents blancs impeccables, maintenus ensemble par une lourde pince à reliure en métal. La première page était un fouillis de formatage juridique agressif, mais mes yeux se sont fixés sur le texte en gras en haut. Assignation et plainte. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, le granit froid pressant contre ma colonne vertébrale, et je me suis forcé à lire le jargon dense et alambiqué. C'était un procès formel déposé auprès du tribunal de comté. Les plaignants étaient listés comme étant Brenda et Douglas, ma propre mère et mon propre père. Le défendeur, c'était moi. En lisant les allégations, mon souffle s'est coupé dans ma gorge, non pas de tristesse, mais de pur et simple choc face à leur audace. Ils m'accusaient d'abus de faiblesse. Le document affirmait que j'avais malicieusement manipulé une femme âgée malade pour qu'elle me cède son domaine de 2 millions d'euros. Ils exigeaient que le titre de propriété de la maison soit immédiatement transféré à l'héritier légitime de la famille. Et qui est cet héritier légitime? Le procès nommait spécifiquement mon jeune frère Cameron. Au bas de la dernière page, il y avait les signatures de mes parents. Elles étaient signées à l'encre bleue, nette et délibérée. Pendant longtemps, je suis resté là, dans le silence de l'immense cuisine. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de larmes pour ces gens. À la place, un engourdissement creux et glacial s'est propagé dans ma poitrine. Le moment de ce procès n'était pas un mystère pour moi. Par les ragots de la famille, je savais que Cameron avait récemment conduit sa dernière start-up technologique à la faillite. Il avait des centaines de milliers d'euros de dettes. Sa femme menaçait de le quitter et ses créanciers tournaient autour comme des vautours. Mes parents n'avaient pas l'argent pour renflouer leur précieux fils cette fois-ci. Alors, ils ont regardé de l'autre côté de la ville, vers la fille qu'ils avaient ignorée pendant 3 décennies, assise dans une forteresse de 2 millions d'euros sans dette, et ont décidé que ma destruction était le prix acceptable pour son salut. Ce n'était pas seulement un document juridique. C'était une déclaration de faillite émotionnelle. C'était la preuve finale et indéniable qu'à leurs yeux, je n'étais pas un être humain. J'étais un radeau de sauvetage pour Cameron et ils étaient parfaitement disposés à me noyer pour le maintenir à flot. J'ai soigneusement replacé les papiers dans l'enveloppe. S'ils voulaient une guerre, ils allaient avoir une exécution. Le lendemain matin, je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de message texte en colère à mon frère. Je ne me suis pas livré au drame émotionnel désordonné dont ma mère Brenda se nourrit. Je me suis réveillé à 6 heures, j'ai préparé une cafetière de café fort, j'ai appelé mon patron pour demander un jour de congé personnel et je me suis habillé de mon tailleur le plus chic. Lorsqu'on vous remet une menace juridique formelle, la pire chose à faire est de réagir avec vos sentiments. Vous devez répondre avec une logique absolument froide. À 9 heures, j'étais assise dans le bureau élégant aux parois de verre de Monsieur Gallagher, en centre-ville. Monsieur Gallagher n'est pas un avocat de la famille qui s'occupe de divorce poli. C'est un avocat spécialisé dans les litiges successoraux haut de gamme, un homme connu dans les cercles juridiques comme un véritable requin. Tante Clara me l'avait présenté des années auparavant. Il était l'architecte derrière le fidéicommis irrévocable qui protégeait ma maison. Je me suis assise dans un fauteuil en cuir moelleux en face de son immense bureau en acajou et j'ai placé l'enveloppe marron devant lui. Je lui ai dit que mes parents avaient finalement fait leur coup. Monsieur Gallagher a ajusté ses lunettes à monture métallique, a pris la pile épaisse de papier et a commencé à lire. Pendant 10 minutes angoissantes, le seul son dans le bureau était le tic-tac d'une horloge murale et le tournoiement net des pages. Je suis resté parfaitement immobile, l'estomac noué par un nœud serré et nerveux. Peu importe à quel point vous êtes confiant, être poursuivi par votre propre sang pour un bien de 2 millions d'euros est terrifiant. Puis quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Monsieur Gallagher a posé les documents, s'est penché en arrière dans sa chaise et a laissé échapper un rire profond et retentissant. Il a résonné contre les murs de verre. Il a enlevé ses lunettes et a essuyé une larme d'amusement de son œil. Je le fixais, déconcerté, ressentant une pointe d'irritation. Je lui ai demandé ce qu'il y avait de si drôle, lui rappelant que ma famille essayait de me rendre sans abri et de ruiner ma réputation. Monsieur Gallagher a souri, tapotant un lourd stylo en or contre la plainte. Il m'a dit que ce document était un chef-d'œuvre de fiction juridique. Il a expliqué que mes parents avaient engagé un avocat de bas étage pour rédiger un procès frivole construit entièrement sur de la fumée et des miroirs. Il n'avait absolument aucune preuve d'abus de faiblesse car aucune preuve de ce genre n'existe. Il m'a rappelé les mesures méticuleuses que nous avions prises il y a 3 ans. Lorsque tante Clara a signé le fidéicommis,
Monsieur Gallagher avait exigé que 3 professionnels de la santé indépendants l'évaluent et signent des déclarations sous serment confirmant qu'elle était de parfaite santé mentale. De plus, Clara avait intentionnellement filmé une déclaration vidéo détaillant exactement pourquoi elle me laissait le domaine et exactement pourquoi elle déshéritait Brenda, Douglas et Cameron. Monsieur Gallagher m'a regardé droit dans les yeux et a expliqué la réalité brutale de la situation. Il m'a dit que mes parents bluffaient. Ils utilisaient le procès comme une tactique d'intimidation, espérant que la simple terreur du litige et des frais juridiques me ferait céder et négocier un règlement pour payer les dettes de Cameron. Il m'a conseillé de ne pas paniquer, plus important encore, de ne pas les avertir. Il a dit que nous devrions les laisser continuer. Les laisser payer leur avocat véreux à l'heure. Les laisser déposer leurs requêtes. Les laisser creuser leur propre tombe financière de plus en plus profondément. Le moment venu, nous abattrions le marteau et écraserions leur cas entièrement. J'ai quitté son bureau la tête haute. Je n'étais plus une fille effrayée. J'étais une femme tenant une quinte flush royale, attendant que les gens qui me haïssaient parient toute leur vie sur une paire de 2. Armé de l'assurance absolue de Monsieur Gallagher, j'ai décidé de faire quelque chose que la plupart des gens considéreraient comme insensé. Ce dimanche-là, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents pour leur dîner de famille traditionnel obligatoire. J'avais besoin de les regarder dans les yeux. J'avais besoin de voir les visages des personnes qui avaient signé un document tentant de ruiner ma vie et de voir comment elles se comportaient en ma présence. Je me suis garé dans la rue et j'ai remonté le chemin de béton familier. Quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré, la normalité de la scène était profondément troublante. L'odeur de poulet rôti et d'ail emplissait l'air. Mon père, Douglas, était assis dans son fauteuil inclinable usé, intensément concentré sur un tournoi de golf télévisé. Ma mère, Brenda, était à la cuisinière, fredonnant doucement en remuant une casserole de sauce. Assis à l'îlot de la cuisine, sirotant une bière bon marché et faisant défiler son téléphone, se trouvait mon frère Cameron. C'était un tableau domestique américain parfait. Cela me retournait l'estomac. Je suis entré dans la cuisine et me suis tenu au bout de l'îlot. Les 3 m'ont regardé, complètement imperturbables. Il n'y avait aucune culpabilité dans leurs yeux. Il n'y avait aucune honte. C'était comme s'ils m'avaient simplement envoyé une carte d'anniversaire plutôt qu'un procès exigeant un bien de 2 millions d'euros. J'ai fouillé dans mon sac fourre-tout, j'ai sorti une photocopie du procès et je l'ai laissée tomber sur le comptoir de la cuisine. Elle a atterri avec un claquement lourd et plat. Le silence dans la pièce s'est étiré. Douglas a coupé le son de la télévision. Brenda a soigneusement posé sa cuillère en bois. Cameron n'a même pas rangé son téléphone. Il a juste souri en regardant les papiers. Je leur ai demandé, ma voix complètement dépourvue d'émotion, si c'était leur idée d'une blague. Brenda a soupiré, s'essuyant les mains sur un tablier et a adopté un ton de voix que l'on pourrait utiliser pour gronder un bambin têtu. Elle m'a dit d'arrêter d'être si dramatique. Elle a réellement utilisé le mot dramatique. Elle a expliqué que Cameron était dans une situation financière terrible. Son entreprise avait échoué. Sa femme était profondément malheureuse et il avait besoin d'un nouveau départ. Elle m'a ensuite regardé avec des yeux froids et calculateurs et a déclaré que j'étais une femme célibataire sans mari ni enfant. Je n'avais tout simplement pas besoin d'un manoir de 2 millions d'euros. Je me suis tourné vers mon père, espérant trouver une once de défense logique. Douglas a refusé de croiser mon regard. Il a fixé l'écran de télévision vide et a marmonné que je devais comprendre mes obligations. Cameron était le fils. C'était lui qui perpétuerait l'héritage familial. C'était mon devoir en tant que fille et en tant que sœur de m'effacer et de subvenir à ses besoins quand il en avait besoin. Cameron a finalement pris la parole, prenant une lente gorgée de sa bière. Il s'est penché en avant, son arrogance rayonnant de lui par vagues. Il m'a dit que j'avais volé l'argent de tante Clara quand elle était trop malade pour savoir ce qu'elle faisait et qu'il ne faisait que reprendre ce qui appartenait de droit à la famille. Il m'a conseillé de céder la maison tranquillement pour éviter à tout le monde l'embarras d'un procès public. Je les ai regardés tous les 3. J'ai vu une mère qui me considérait comme jetable, un père qui me considérait comme une citoyenne de seconde classe et un frère qui me considérait comme un distributeur automatique de billets. Ils croyaient sincèrement à leur propre logique tordue. Ils croyaient que parce que j'étais née femme, mon travail, mon temps et ma propriété appartenaient entièrement aux hommes de la famille. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'assiette, ni pleuré, ni les ai suppliés de m'aimer.
Le cordon ombilical émotionnel s'est rompu nettement à ce moment-là. J'ai regardé ma mère, lui ai dit que le rôti sentait le sec et je suis sorti par la porte d'entrée. J'ai quitté leur maison et je les ai laissés derrière moi. La chronologie a sauté de quelques semaines en avant, fin novembre, et la machine de propagande familiale s'est mise en marche. Lorsque les familles toxiques réalisent qu'elles ne peuvent pas contrôler directement la cible principale, elles déploient les singes volants. C'est une tactique de guerre psychologique conçue pour vous isoler, vous épuiser et vous pousser à la soumission par le simple volume de harcèlement. J'avais mis mon téléphone en mode ne pas déranger, une petite pitié qui gardait mes journées relativement paisibles. Mais chaque soir, assise dans le luxe silencieux de mon salon, je vérifiais mes notifications et j'assistais au carnage absolu que ma mère avait déchaîné. Un mardi soir, j'ai trouvé 40 appels manqués et un mur de messages textes de divers oncles, tantes et cousins. Brenda avait clairement passé des heures au téléphone à pleurer auprès de quiconque voulait bien l'écouter, racontant une histoire tragique d'une mère au cœur brisé essayant de sauver son fils désespéré d'une sœur cruelle et avide. Ma cousine, une femme qui ne m'avait pas parlé depuis 4 ans, m'a envoyé un énorme essai par message texte. Elle m'accusait d'être une vieille fille amère qui accumulait un domaine de 2 millions d'euros juste pour punir mon frère d'être heureusement marié. Elle m'a dit que je détruisais l'héritage de nos grands-parents. Le frère aîné de mon oncle Douglas a laissé un message vocal de 3 minutes. Je l'ai écouté en me versant une tasse de thé. Sa voix dégoulinait de condescendance. Il m'a fait la leçon sur le concept de loyauté familiale, exigeant que je laisse tomber ma fierté égoïste, que je cède la maison à Cameron pour régler ses dettes et que je m'excuse auprès de mes parents pour leur avoir causé tant de stress dans leur vieillesse. Il m'a prévenu que si je n'obtempérais pas, je serais exilé de la famille pour toujours. Ils ont utilisé tous les déclencheurs psychologiques possibles. Culpabilité, honte, tradition et la menace d'un isolement total. Ils s'attendaient à ce que je craque. Ils s'attendaient à ce que le poids de la désapprobation de toute la famille élargie écrase mon esprit et me force à céder le titre de propriété juste pour que les cris cessent. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la menace d'exil ne fonctionne que si vous appréciez réellement de faire partie du groupe. J'étais assise dans ma belle maison chaleureuse, entourée de la paix et de la sécurité que j'avais gagnée au prix de 3 années de soins angoissants. J'écoutais leurs messages vocaux, lisais leurs textes et ne ressentais absolument rien d'autre qu'un dégoût froid et clinique. Un par un, j'ai appuyé sur leur nom de contact. Bloquer le contact, bloquer le contact, bloquer le contact. J'ai coupé les liens numériques avec plus de 2 douzaines de parents en l'espace de 15 minutes. C'était une tâche incroyablement solitaire, de couper l'arbre entier de ma famille élargie, me laissant comme une branche solitaire, mais c'était aussi profondément libérateur. Le silence qui a suivi n'était pas le silence lourd d'une victime. C'était le silence impénétrable d'une forteresse. J'étais seul, mais j'étais en sécurité. Un mois plus tard, la première grosse neige de décembre était tombée. Je travaillais depuis mon bureau à domicile, assise près de la fenêtre avec mon ordinateur portable, lorsque j'ai remarqué un mouvement sur le moniteur de la caméra de sécurité sur mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu le pick-up rouillé de Cameron entrer agressivement dans ma longue allée. Il n'était pas seul. Un homme en veste haute visibilité avec un presse-papier et un mètre ruban est sorti du côté passager. Mon cœur a eu un battement de colère contre mes côtes. Je suis descendu et j'ai ouvert la porte d'entrée juste au moment où Cameron montrait ma vaste terrasse en pierre, expliquant bruyamment quelque chose à l'entrepreneur. Je suis sorti sur le porche, l'air glacial me mordant le visage, et j'ai demandé ce qu'il faisait sur ma propriété. Cameron s'est retourné, portant un épais manteau d'hiver et une expression de confiance suprême et imméritée. Il m'a souri, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Il n'a même pas eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Il a annoncé bruyamment qu'il amenait son entrepreneur pour prendre de l'avance sur les mesures de la terrasse. Il a expliqué avec une sincérité totale que sa femme voulait arracher la pierre et installer une grande terrasse en bois avec un foyer avant leur emménagement au printemps prochain. La pure ampleur de son illusion était stupéfiante. Le procès n'en était qu'à ses phases préliminaires. Nous n'avions même pas encore assisté à une déposition. Mais Cameron, alimenté par l'assurance constante de nos parents et son propre droit sans fond, croyait sincèrement que la maison de 2 millions d'euros était déjà à lui. Il pensait que le système judiciaire agiterait simplement une baguette magique et lui remettrait ma vie parce qu'il sentait qu'il la méritait. J'ai regardé l'entrepreneur, qui avait soudain l'air très mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. J'ai poliment informé l'homme que mon frère traversait actuellement une grave dépression nerveuse, qu'il ne possédait pas cette propriété et qu'il n'y aurait pas de rénovation.
Le visage de Cameron est devenu d'un rouge profond et laid. Il a fait un pas vers le porche, élevant la voix, me traitant de voleuse pathétique et hurlant que la maison serait à lui dans quelques mois. Il m'a dit que je devrais commencer à faire mes valises parce qu'il allait jeter mes affaires à la rue à la minute où le juge se prononcerait en sa faveur. Je n'ai pas discuté avec lui. Je ne me suis pas engagé dans une joute verbale dans ma propre cour avant. Je suis simplement rentré, j'ai verrouillé la lourde porte en chêne, je me suis dirigé vers le panneau de sécurité sur le mur et j'ai appuyé sur le bouton de panique silencieux qui alerte le service de police local. 10 minutes plus tard, une voiture de police du shérif du comté a remonté l'allée, les gyrophares clignotant silencieusement dans la neige. J'ai regardé par la fenêtre l'officier s'approcher de Cameron. La logique et la loi ne se soucient pas des dynamiques familiales. Cameron pouvait crier autant qu'il voulait être l'enfant chéri, mais il se tenait sur une propriété privée sans titre de propriété, sans permission et sans cerveau. L'officier a vérifié ma pièce d'identité, a confirmé que j'étais la seule propriétaire du domaine et a rapidement escorté Cameron et son entrepreneur très embarrassés hors des lieux. Alors que le camion de Cameron faisait marche arrière dans l'allée, il a baissé la vitre et a crié des injures qui ont résonné dans le quartier calme. Je l'ai juste regardé partir en sirotant mon café. Il pensait m'intimider. Tout ce qu'il faisait, c'était de me donner une leçon de maître sur la raison pour laquelle j'allais le détruire au tribunal. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement, activer les notifications et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Le système juridique aux États-Unis ne se déplace pas à la vitesse d'un drame télévisé. Lorsque vous vous battez pour un domaine de 2 millions d'euros, vous n'entrez pas simplement dans une salle d'audience la semaine suivante pour demander justice. Vous entrez dans une phase épuisante et exténuante connue sous le nom de e-discovery, enquête préalable. Pendant 4 mois atroces, ma vie a été un cycle de soumission de documents, d'examen des interrogatoires et d'attente. C'est conçu pour vous drainer émotionnellement et financièrement, ce qui était exactement ce sur quoi mes parents comptaient. Ils pensaient que je craquerais sous la pression. Ils se trompaient. Fin avril, nous avons finalement atteint la phase des dépositions. Une déposition est essentiellement un interrogatoire formel sous serment mené dans une salle de conférence stérile devant un sténographe judiciaire. C'était la première fois que je me trouvais dans la même pièce que mes parents depuis le désastreux dîner du dimanche. Nous nous sommes réunis dans une élégante salle de conférence aux parois de verre au cabinet d'avocat de M. Gallagher en centre-ville. Ma mère, Brenda, portait un cardigan beige conservateur, serrant un mouchoir dans sa main pour jouer le rôle de la mère endeuillée et victimisée. Mon père, Douglas, était assis raidement à côté d'elle, l'air profondément mal à l'aise dans un costume rigide. Cameron n'était pas présent, probablement parce que son avocat avait réalisé qu'il était trop instable et arrogant pour supporter des heures d'interrogatoire sans s'incriminer. Je suis resté assise en silence à côté de M. Gallagher, le visage un masque neutre, tandis que le sténographe judiciaire faisait prêter serment à mes parents. Puis M. Gallagher a commencé son interrogatoire. Si vous avez déjà assisté à une classe de maître en piégeage psychologique, c'était ça. Il n'a pas crié. Il ne les a pas accusés de mentir. Au lieu de cela, il a parlé d'une voix douce et accommodante, les encourageant gentiment à raconter leur version de l'histoire. Et oh, comme ils ont raconté une histoire. Sous serment, avec le sténographe tapant chaque syllabe, Brenda a affirmé qu'elle avait rendu visite à sa sœur Clara chaque week-end pendant sa bataille contre le cancer. Elle a témoigné, en essuyant une fausse larme, qu'elle avait cuisiné des repas, changé les draps et tenu la main de Clara. Elle a ensuite affirmé que je l'avais agressivement empêchée d'entrer dans la maison pendant les derniers mois de Clara, manipulant une vieille femme malade et confuse pour qu'elle me cède le domaine de 2 millions d'euros. Douglas a corroboré chaque mot. Il a juré sous peine de parjure que j'avais isolé Clara, intercepté son courrier et lui avais systématiquement lavé le cerveau contre la famille. J'étais assise là, à les écouter fabriquer une réalité entièrement alternative. Une personne plus faible aurait sauté par-dessus la table et leur aurait crié dessus. Je savais de source absolument sûre que pendant le mois où Brenda prétendait nourrir Clara de soupe, elle était en fait en croisière de luxe de 2 semaines dans les Caraïbes. J'avais la carte postale qu'elle m'avait envoyée pour le prouver. Je savais que Douglas n'avait pas mis les pieds dans la maison de Clara depuis 4 ans. Monsieur Gallagher a simplement hoché la tête avec sympathie, prenant des notes méticuleuses. Il a posé des questions de clarification, s'assurant qu'il s'engageait sur des dates spécifiques et des événements spécifiques.
Il leur a tendu une pelle et ils ont joyeusement creusé un trou si profond qu'il n'y aurait aucune issue. À la fin de la déposition de 6 heures, ils avaient commis un parjure massif et documenté. Ils ont quitté cette salle de conférence l'air suffisant, convaincus d'avoir conquis la pièce avec leur histoire larmoyante. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de nous donner les clous pour leur propre cercueil. Au moment où le 7e mois du procès est arrivé, les feuilles devenaient brunes et la saison des fêtes était à nos portes. Thanksgiving avait toujours été la scène de performance ultime pour ma famille. Historiquement, c'était le jour où l'on attendait de moi que j'arrive tôt, que j'épluche 20 livres de pommes de terre, que je cuisine la farce et que je serve les hommes de la famille pendant qu'ils buvaient de la bière et regardaient le football. Cameron se plaignait inévitablement de la nourriture. Brenda critiquait ma tenue et Douglas ignorait mon existence. Cette année, pour la première fois en 32 ans de vie, j'ai boycotté la performance. Je me suis réveillé tard le matin de Thanksgiving dans le calme absolu de ma maison immense et magnifique. Je ne me suis pas pressé. Je ne me suis pas stressé pour un horaire de rôtissage. Je me suis préparé une luxueuse tasse de café artisanal, j'ai enfilé un épais pull en cachemire et j'ai passé la matinée à lire un roman près de la cheminée. Pour le dîner, j'ai fait rôtir un petit canard parfait juste pour moi, accompagné d'une bouteille de vin rouge cher que j'avais gardée. C'était une révélation. Pendant toute ma vie, j'avais été conditionné à croire que passer les vacances seul était l'échec ultime, une tragédie pathétique réservée aux mal-aimés. Mais assise à ma table de salle à manger, regardant les pelouses couvertes de givre de mon domaine de 2 millions d'euros, j'ai réalisé que la solitude n'était pas une punition. C'était un prix. La tranquillité d'esprit valait infiniment plus que des liens familiaux toxiques. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message texte d'une cousine sympathique, l'une des très rares parentes à ne pas avoir rejoint la brigade des singes volants. Elle avait assisté à la réunion de famille chez mes parents et voulait me donner les potins de l'intérieur. Selon elle, leur Thanksgiving a été un cauchemar absolu. La pression financière du procès les déchirait. Brenda avait brûlé la dinde parce qu'elle était trop occupée à boire du chardonnay et à pleurer sur les factures juridiques. Douglas s'était disputé à grands cris avec Cameron dans l'allée. La femme de Cameron, qui était censée choisir des rideaux pour ma maison, avait passé tout le dîner à faire la tête à Cameron. L'illusion de la famille parfaite et unie s'était brisée sous le poids de leur propre cupidité. En lisant ce message, je n'ai pas ressenti un sentiment de triomphe, mais plutôt une profonde pitié clinique. Ils avaient échangé leur paix, leur dynamique familiale et leur stabilité financière contre un billet de loterie qu'ils n'allaient jamais gagner. J'ai éteint mon téléphone, je me suis versé un autre verre de vin et j'ai regardé la neige commencer à tomber par ma fenêtre. J'étais exactement là où je devais être. Le 8e mois approchait, apportant avec lui le froid glacial de janvier et un appel téléphonique très attendu de Monsieur Gallagher. La date du procès était enfin fixée pour fin février. Mais les mises à jour juridiques qu'il a fournies étaient bien plus divertissantes que le calendrier judiciaire. Dans un procès, la phase de e-discovery fonctionne dans les deux sens. Tout comme ils essayaient de fouiller dans ma vie, Monsieur Gallagher avait assigné leur dossier financier pour établir leur mobile pour le procès. Ce qu'il a trouvé était une classe de maître en suicide financier. Mes parents, désespérés de garder leur avocat véreux sous contrat, avaient complètement vidé leurs économies de retraite. Lorsque cet argent s'est épuisé, ils ont fait l'impensable. Ils ont pris une deuxième hypothèque massive sur leur maison de banlieue à 4 chambres. Avec les taux d'intérêt actuels aussi élevés qu'ils l'étaient, leur mensualité avait grimpé en flèche à un niveau qu'ils pouvaient à peine se permettre avec le salaire de Douglas. Ils hypothéquaient littéralement leur propre avenir pour financer une attaque frivole contre le mien. Et puis il y avait l'enfant chéri, Cameron. La pression de ses dettes commerciales croissantes, combinée à la prise de conscience que le gain de 2 millions d'euros n'arrivait pas assez vite, a finalement brisé son mariage. Sa femme, épuisée par les promesses vides, les appels des créanciers et le refus de Cameron de trouver un vrai travail, a fait ses valises et est retournée vivre chez ses parents. Elle a demandé le divorce peu après le Nouvel An. Monsieur Gallagher a relayé toutes ces informations avec le ton sec et détaché d'un professionnel, mais je pouvais entendre la sombre satisfaction dans sa voix. J'ai raccroché et j'ai traversé les couloirs silencieux de la maison de tante Clara. J'ai pensé à l'ironie de tout cela. Mes parents avaient intenté ce procès pour sauver Cameron de la ruine financière. Au lieu de cela, leur loyauté aveugle envers un fils paresseux et privilégié les avait entraînés dans le même gouffre de désespoir. Ils perdaient de l'argent chaque jour. Chaque heure que leur avocat passait à lire un document, chaque courriel envoyé,
Chaque requête déposée leur coûtait des centaines d'euros qu'ils n'avaient pas. J'ai ressenti un frisson froid et vif de joie maligne. Ils avaient essayé de me pousser dehors dans le froid, s'attendant à ce que je gèle et supplie leur pitié. Mais ils s'étaient enfermés dehors à la place, et l'hiver de leurs propres conséquences les gelait lentement à mort. Le piège était entièrement tendu. Il ne restait plus qu'à entrer dans la salle d'audience et à tirer le levier. Le matin du procès est finalement arrivé fin février. Le ciel était de la couleur du fer meurtri, assorti à l'architecture lourde et oppressive du palais de justice du comté. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit précédente, mais je n'étais pas fatigué. L'adrénaline avait complètement remplacé mon sang. Je me suis habillé avec un soin méticuleux. J'ai choisi un tailleur bleu marine bien coupé, un chemisier blanc impeccable et une paire de talons raisonnables. J'ai attaché mes cheveux en un chignon lisse et impitoyable. Je ne voulais pas avoir l'air d'une victime cherchant la sympathie. Je voulais avoir l'air d'une exécutante d'entreprise. J'ai traversé les détecteurs de métaux et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Alors que les lourdes portes en acier s'ouvraient, je les ai vues. Ma famille avait transformé le couloir en un spectacle pathétique. Cameron était adossé au mur de marbre, portant un costume gris mal ajusté qui avait l'air complètement ridicule sur lui. Malgré son divorce imminent et sa montagne de dettes, il arborait toujours ce sourire arrogant caractéristique. Brenda était entourée de 3 de ses sœurs, les singes volants qui avaient bombardé mon téléphone des mois auparavant. Elle chuchotait bruyamment, me lançant des regards noirs alors que je passais. Douglas se tenait légèrement à l'écart, l'air épuisé et beaucoup plus vieux qu'1 an auparavant, mais sa mâchoire était serrée dans un défi obstiné. Il ressemblait à des gens arrivant à un couronnement, s'attendant pleinement à ce que le juge leur remette la couronne. Je n'ai pas ralenti le pas. Je ne les ai pas regardés. J'ai marché droit vers les lourdes portes en bois de la salle d'audience 3B, où M. Gallagher m'attendait. Il a regardé mon tailleur, a hoché la tête en signe d'approbation et a tapoté sa grosse mallette en cuir. Nous sommes entrés. La salle d'audience était glaciale, sentant le poli au citron et le vieux papier. Les bancs en bois de la galerie gémissaient alors que ma famille et leur entourage entraient derrière nous, occupant les 2 premières rangées. Je pouvais sentir leurs yeux brûler l'arrière de mon cou, vibrant pratiquement d'anticipation. Un instant plus tard, le bailli nous a ordonné de nous lever. Le juge a émergé de ses quartiers. C'était un homme plus âgé et sévère, réputé pour n'avoir absolument aucune tolérance pour les scènes de théâtre au tribunal. Il a ajusté sa robe, s'est assis derrière l'immense banc en bois et a regardé par-dessus ses lunettes de lecture les 2 tables. L'air dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Les mois d'attente, les milliers d'euros dépensés, les relations brisées, tout culminait en ce moment précis. Le juge a regardé le dossier, s'est éclairci la gorge et a annoncé l'affaire de Brenda et Douglas contre Diana. Il a regardé la table de mes parents et a demandé à leur avocat de faire sa déclaration liminaire. Le défilé suffisant était sur le point de se heurter à un mur de briques. L'avocat de mes parents s'est levé. C'était un homme tape à accent graveleuil avec trop de gel dans les cheveux et un besoin désespéré de pause dramatique. Il s'est avancé au centre de la pièce et s'est lancé dans un plaidoyer très émotionnel et entièrement fabriqué. Il a brossé un tableau tragique d'abus sur personnes âgées. Il a parlé de la tradition familiale, de la façon dont tante Clara avait toujours eu l'intention que sa richesse soutienne la lignée familiale à travers son neveu Cameron. Il a lourdement fait référence aux mensonges que Brenda et Douglas avaient racontés lors de leur déposition. Les faux week-ends passés à s'occuper de Clara. Le faux isolement que je lui aurais imposé. Il a utilisé les mots manipulation, cupidité et tromperie si souvent que cela en perdait presque son sens. Il a supplié le juge de corriger cette terrible injustice et de rendre le domaine de 2 millions d'euros à ses propriétaires légitimes. Quand il s'est finalement assis, Brenda a bruyamment reniflé dans un mouchoir. La galerie a murmuré en accord sympathique. Le juge a regardé notre table. Il a demandé à M. Gallagher s'il avait une réponse. M. Gallagher s'est levé lentement, a boutonné sa veste de costume et s'est approché du banc. Il n'a pas agité les bras. Il n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas appuyé sur l'émotion. Il s'est entièrement appuyé sur des faits incontestables et irréfutables. Il a déclaré d'une voix claire et retentissante que tout le cas des plaignants était construit sur une base de parjure et de profonde illusion. Il a ensuite ouvert sa mallette et en a sorti un lourd classeur noir. Il a soumis la pièce à conviction numéro 1, les documents du fidéicommis irrévocable légalement rédigés, notariés et déposés une année complète avant le décès de tante Clara.
Il a souligné la clause stipulant explicitement que Brenda, Douglas et Cameron étaient intentionnellement déshérités. Il a soumis la pièce à conviction numéro 2, les déclarations médicales sous serment de 3 neurologues et oncologues certifiés et indépendants, tous confirmant que le jour où Clara a signé le fidéicommis, elle était de parfaite santé mentale. Très intelligente et ne souffrait d'aucun déclin cognitif. Puis est venu le coup de grâce. Il a soumis la pièce à conviction numéro 3. C'était une transcription certifiée et une clé USB contenant un enregistrement vidéo. Monsieur Gallagher a expliqué au juge que tante Clara avait anticipé la cupidité de sa famille. Devant la caméra, elle a clairement articulé que j'étais sa seule soignante. Elle a explicitement déclaré que Brenda ne lui avait pas rendu visite depuis plus de 2 ans et que Cameron était un adulte financièrement irresponsable qui ne méritait rien de son patrimoine. Monsieur Gallagher a ensuite soumis les dates de la croisière de Brenda dans les Caraïbes, contredisant directement son témoignage sous serment sur les soins apportés à Clara. Il a regardé le juge, puis a regardé directement l'avocat de mes parents et a déclaré que ce procès n'était pas une quête de justice. C'était une tentative d'extorsion orchestrée par une famille désespérée de payer les dettes d'un fils négligent. Il a respectueusement demandé que l'affaire soit rejetée immédiatement. Il est retourné à notre table et s'est assis. Toute la salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement des néons. La maison de cartes ne s'était pas seulement effondrée, elle avait été incinérée. Le juge a passé les 10 minutes angoissantes suivantes à lire les documents que M. Gallagher avait fournis. Il a comparé les déclarations médicales aux documents du fidéicommis. Il a lu la transcription de la déclaration vidéo de tante Clara. Puis il a ouvert le lourd classeur contenant les transcriptions des dépositions sous serment de mes parents. J'ai observé attentivement le visage du juge. J'ai vu le moment exact où sa curiosité neutre et professionnelle s'est durcie en une colère intense et brûlante. Il a réalisé qu'on se jouait de lui. Il a réalisé que les parents endeuillés assis dans sa salle d'audience avaient regardé un sténographe judiciaire dans les yeux et avaient menti effrontément. Le juge a lentement fermé les dossiers. Il a enlevé ses lunettes et les a posées sur le banc. Il a balayé du regard la salle d'audience, ses yeux passant devant l'avocat à accent grave l'œil, se fixant directement sur ma mère et mon père. Quand il a parlé, sa voix était dangereusement calme. Il a déclaré qu'en 20 ans de magistrature, il avait rarement vu un cas aussi dénué de mérite, si dépourvu de preuves factuelles de base et si totalement dépendant du parjure. J'ai tourné légèrement la tête pour regarder ma famille. La transformation était magnifique. La confiance suffisante s'était complètement évaporée. Cameron était assis droit comme un piquet, la bouche légèrement ouverte, le sang se retirant de son visage alors que la réalité de sa perte de 2 millions d'euros s'abattait sur lui. Brenda avait l'air d'être physiquement malade. Les tantes singes volant dans la galerie avaient cessé de chuchoter et regardaient avec des yeux écarquillés d'horreur. Le juge a déclaré que les documents du fidéicommis étaient absolument blindés. Il a déclaré que tante Clara avait tout à fait le droit de disposer de ses biens comme elle l'entendait et qu'elle avait clairement choisi de récompenser le seul parent qui s'était réellement occupé d'elle dans ses derniers jours. Il a frappé son marteau avec un craquement sec et retentissant. Il a annoncé que l'affaire était rejetée avec préjudice. Ce terme juridique est le clou final dans le cercueil. Cela signifiait qu'il ne pourrait plus jamais me poursuivre pour cette propriété. L'affaire était définitivement close. Un soupir collectif a parcouru la salle d'audience. L'avocat de mes parents a mis sa tête dans ses mains. Cameron s'est levé, renversant sa chaise, le visage rouge d'un mélange de rage et de panique. Il a regardé Douglas et Brenda et a crié, leur demandant ce qu'ils allaient faire pour ses dettes, ignorant complètement le fait qu'ils se trouvaient dans une salle d'audience. Le silence qui a suivi n'était pas le silence lourd et oppressant des 8 derniers mois. C'était un silence éclatant, pur et victorieux. J'ai regardé les documents juridiques posés sur ma table. J'avais gagné. J'avais protégé l'héritage de tante Clara. J'avais protégé ma maison. Et j'avais définitivement coupé les chaînes de l'obligation envers une famille qui ne m'avait jamais vraiment aimé. L'affaire était officiellement classée, mais le juge n'avait pas terminé. Le classement protégeait simplement ma propriété. Ce qui a suivi était la punition pour avoir tenté de la voler. Avant que mes parents ne puissent se démener pour sortir de leur siège et échapper à l'humiliation, le juge a levé la main, leur ordonnant de rester assis. Sa voix a tonné à travers la salle d'audience, résonnant sur les murs de marbre. Il ne s'est pas adressé à leur avocat. Il s'est adressé directement à Brenda et Douglas.
Il leur a dit que le système judiciaire n'était pas un terrain de jeu pour de mesquines querelles familiales. Ce n'était pas une arme à utiliser pour intimider une fille afin qu'elle paie les dettes de jeu et les entreprises ratées d'un fils. Il a systématiquement démoli leurs personnages, déclarant que mentir sous serment était un crime et qu'il envisageait sérieusement de les déférer au procureur pour parjure. Brenda a commencé à sangloter, de vraies larmes de terreur cette fois. Elle a essayé de parler, a essayé de balbutier des excuses, mais le juge l'a immédiatement fait taire. Il a ensuite porté le coup de grâce dévastateur. Parce que le procès a été jugé entièrement frivole et intenté de mauvaise foi, le juge a statué sur la question des frais de justice. Il a ordonné que les plaignants, Brenda et Douglas, soient responsables du paiement de 100% de mes frais d'avocat et des dépens. Le chiffre a frappé l'air comme une onde de choc physique. Compte tenu du prestige de M. Gallagher et de la durée du processus d'enquête, mes factures juridiques avaient grimpé à des dizaines de milliers d'euros. Non seulement mes parents n'avaient pas réussi à voler un domaine de 2 millions d'euros, non seulement ils payaient leur propre avocat véreux avec une deuxième hypothèque, mais maintenant ils étaient légalement tenus de payer également mes énormes factures juridiques. La ruine financière était absolue. Cameron, réalisant que ses parents étaient maintenant complètement en faillite et ne pouvaient plus lui servir de distributeur automatique personnel, a complètement perdu la tête. Il s'est retourné contre eux, là, dans la salle d'audience. Il a pointé un doigt vers sa propre mère et a crié qu'ils avaient ruiné sa vie, qu'ils lui avaient promis la maison et qu'ils étaient inutiles. Il ne les a pas attendus. Il a tourné les talons, a poussé les portes battantes en bois et a quitté la salle d'audience en trombe, laissant ses parents complètement seuls face aux décombres. Les parents dans la galerie, les mêmes oncles et tantes qui m'avaient envoyé des messages textaineux des mois auparavant, ont soudain réalisé que le navire coulait. Ils ne voulaient aucune part de l'énorme dette financière ou de la colère du juge. Ils se sont levés silencieusement, ont tourné le dos à ma mère enlarmée et à mon père abasourdi, et sont sortis en traînant les pieds sans un seul mot de réconfort. La loyauté toxique n'existe que lorsqu'il y a une récompense perçue. Au moment où l'argent a disparu, la famille aussi. Monsieur Gallagher a rangé sa mallette, m'a serré fermement la main et m'a dit qu'il enverrait l'ordonnance de facturation finale à l'avocat de mes parents. Je l'ai remercié, j'ai pris mon manteau et j'ai descendu l'allée centrale de la salle d'audience. Alors que j'atteignais les portes, Brenda s'est soudainement jetée en avant, attrapant la manche de ma veste. Son visage était strié de mascara, ses yeux fous de panique. Elle m'a supplié, m'appelant par mon nom, me demandant d'abandonner les frais, plaidant qu'ils perdraient leur maison, que nous étions une famille, qu'elle était tellement désolée. Je me suis arrêté. J'ai baissé les yeux sur sa main, agrippant ma manche. Je ne me sentais plus en colère. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste complètement vide envers elle. J'ai retiré mon bras d'un geste sec et définitif. Je lui ai dit qu'elle aurait dû penser à la famille avant d'essayer de me mettre à la rue. J'ai poussé les portes, j'ai descendu le couloir de marbre, je suis sorti dans l'air glacial de février et j'ai pris la respiration la plus profonde et la plus pure de toute ma vie. Cela fait 9 mois depuis ce jour au tribunal. Les retombées ont été spectaculaires. Mes parents ne pouvaient pas se permettre la deuxième hypothèque en plus des énormes sanctions légales qu'ils me devaient. Ils ont été contraints de vendre leur maison de banlieue à 4 chambres à une perte significative juste pour régler leurs dettes et éviter la prison. Ils vivent maintenant dans un appartement exigu de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Le divorce de Cameron a été finalisé. Sans femme pour le soutenir, sans entreprise et sans l'argent de ses parents pour le renflouer, il n'a eu d'autre choix. Il vit actuellement dans la 2e chambre du petit appartement de mes parents, occupant un emploi au salaire minimum dans le commerce de détail pour rembourser ses créanciers restants. L'enfant chéri apprend enfin comment fonctionne le monde réel. Quant à moi, je m'épanouis. Je travaille toujours dur dans ma carrière, mais je rentre chaque soir dans un sanctuaire. J'ai engagé une entreprise de paysagisme pour planter de nouveaux rosiers autour de la terrasse. La même terrasse que Cameron a essayé de mesurer pour sa terrasse imaginaire. La maison est chaleureuse, elle est sûre et elle est entièrement à moi. Mais les familles toxiques ne se rendent jamais vraiment. La semaine dernière, je suis allé à ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une épaisse enveloppe manuscrite. C'était de ma mère. Je l'ai ouverte en étant dans la cuisine. La lettre était 6 pages de désespoir. Elle a écrit que la santé de mon père se détériore rapidement en raison du stress extrême de leur ruine financière. Elle a décrit à quel point il est misérable de vivre dans un petit appartement avec Cameron, qui leur crie dessus quotidiennement. La dernière page était un plaidoyer.
Elle me suppliait de vendre le domaine de 2 millions d'euros, de prendre une partie pour moi et de leur donner le reste pour qu'ils puissent acheter une petite maison et recommencer. Elle a promis qu'ils avaient appris leur leçon et voulaient redevenir une vraie famille. Je ne lui ai pas répondu par message. Je n'ai pas appelé mon avocat. Je suis entré dans mon salon, j'ai allumé une allumette, j'ai jeté la lettre dans la cheminée et je l'ai regardée brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Ai-je tort de les laisser se noyer dans les conséquences de leurs propres actions ou devrais-je faire preuve d'un peu de pitié maintenant que j'ai gagné? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.